On s'intéresse à l'approvisionnement en eau d'une grande ville par un canal. L'objectif est de proposer une géométrie de canal permettant d'assurer les bonnes conditions d'approvisionnement. Pour ce faire, on souhaite étudier l'influence de différents paramètres qui caractérisent l'écoulement, tels que la rugosité des parois afin d'évaluer l'effet de la végétation, ou encore la pente du canal afin d'étudier la hauteur du niveau d'eau et d'éviter les débordements par exemple. Un canal, c'est un écoulement à surface libre, c'est-à-dire que la surface de l'écoulement est au contact de l'atmosphère, et donc en tout point de cette surface, la pression vaut la pression atmosphérique P0. C'est la géométrie de l'écoulement qui permet de le caractériser, elle peut être circulaire, trapézoïdale ou quelconque. Et c'est ce qui le distingue d'un écoulement en charge, dont l'écoulement occupe, lui, toute la section de la conduite. On définit tout d'abord les paramètres d'étude. On a A, la section mouillée, P, le périmètre mouillé, et le rayon hydraulique RH qui correspond au rapport entre ces deux valeurs. On a également Y qui correspond à la profondeur d'eau et B, la largeur du canal. On définit θ comme étant l'angle entre l'horizontale et le fond du canal, et la pente du canal vaut donc S0 égale tangente de θ. La pente hydraulique SF est le rapport entre la perte de charge HF et la longueur totale du canal. L'équation de Manning nous donne la vitesse en fonction du coefficient de Manning, du rayon hydraulique et de la pente hydraulique. Enfin, la conservation du débit impose Q égale VA. On s'intéresse à l'influence de la rugosité sur un écoulement. Pour cela, on va placer des plaques de différentes rugosités au fond du canal afin de modéliser des parois de différentes natures. Les rugosités, elles peuvent être caractérisées par la hauteur des aspérités qui sont présentes sur les plaques, ou alors on peut utiliser le coefficient de Manning qui les caractérise dans la littérature en hydraulique. L'influence de la rugosité sur un canal, elle va se visualiser par une hauteur d'eau différente en amont et en aval de l'écoulement. Et c'est pour cela qu'on va s'intéresser à mesurer ces hauteurs d'eau Y en ces points d'entrée de canal et de sortie de canal. Cette hauteur d'eau, elle va nous permettre d'obtenir la section mouillée en amont et en aval. Et c'est ce qui va nous permettre de déterminer la vitesse expérimentale. Et ainsi, on va pouvoir visualiser la vitesse de l'écoulement en entrée et en sortie. On peut aussi utiliser l'équation de Bernoulli afin de déterminer la pente hydraulique. En effet, on connaît tous les termes. On a les hauteurs d'eau, les pressions qui sont à la pression atmosphérique parce que ça correspond à la pression pour un canal à surface libre, ainsi que les Z qui correspondent à la hauteur de la profondeur du canal. On s'intéresse maintenant aux résultats expérimentaux. Pour cela, on va tracer l'évolution de la vitesse en fonction du coefficient de Manning. Tout d'abord, pour un écoulement torrentiel, donc avec un débit important, on visualise bien la diminution de la vitesse avec l'augmentation de la rugosité. En effet, ça traduit le fait que plus la rugosité augmente, plus le fluide est ralenti et de ce fait la vitesse diminue. C'est aussi ce qu'on observe pour la seconde expérience en régime fluvial, c'est-à-dire que le débit est moins important. On va maintenant tracer l'évolution de la vitesse en fonction de 1 sur N. En effet, d'après la relation de Manning, on voit que V est égal à 1 sur N, RH exposant 2 tiers, SF exposant 1 demi. Et de ce fait, lorsqu'on visualise V en fonction de 1 sur N, on s'attend à une dépendance linéaire. Et c'est tout à fait ce qu'on observe pour la seconde expérience en régime fluvial et un petit peu moins pour le régime torrentiel dû à des difficultés expérimentales. Il est intéressant de savoir qu'il existe deux types d'écoulements. Les écoulements uniformes pour lesquels la hauteur d'eau en amont et en aval du canal sont identiques et les écoulements variant graduellement pour lesquels ce n'est pas le cas. Pour notre expérience, il s'agit d'un écoulement variant graduellement et on a la représentation comme suivant. On observe que la ligne d'énergie est décroissante, ce qui traduit une perte d'énergie. On va alors s'intéresser à cette énergie qui est dite énergie spécifique et qui se définit comme étant Y plus V carré sur 2G. Il existe une hauteur d'eau qui permet de minimiser cette énergie. Il s'agit de la hauteur critique définie comme suivant. Physiquement, cette hauteur d'eau, elle qualifie le passage d'un écoulement torrentiel à un écoulement fluvial. On peut aussi qualifier l'écoulement grâce au Froude, qui nous permet, en le comparant à 1, de déterminer aussi le passage de torrentiel à fluvial.
Possédant toutes les hauteurs d'eau pour les différentes rugosités des expériences, on va pouvoir alors être en mesure de qualifier l'écoulement pour chacune des expériences. On trace à présent l'évolution de la hauteur d'eau en fonction du coefficient de Manning. Dans l'expérience numéro 2, en orange, on observe bien que tous les points sont au-dessus de la valeur de la hauteur d'eau critique, ce qui signifie qu'on est bien dans le cas d'un écoulement fluvial. Pour la première expérience, on observe un changement de régime, c'est-à-dire qu'on a changé de torrentiel à fluvial à partir d'un certain coefficient de Manning. On trace ensuite l'évolution de l'énergie spécifique en fonction du coefficient de Manning. Dans le cas amont comme dans le cas aval, on observe que l'énergie diminue avec le coefficient de Manning, c'est-à-dire que lorsque le coefficient de Manning augmente, et donc la rugosité augmente, on a une perte d'énergie. On veut également connaître l'influence de la pente sur un écoulement à surface libre. Pour cela, on se place tout d'abord à débit fixé, et ensuite on surélève le canal en amont pour faire varier les valeurs de la pente, et on va mesurer les hauteurs d'eau moyennes en amont et en aval pour ces différentes valeurs de pente. Les valeurs des hauteurs d'eau vont nous permettre de déterminer les vitesses avec la relation V est égal à Q sur BY, avec Q le débit qui est fixé, B la largeur du canal et Y la hauteur d'eau. Nous ne sommes pas dans un écoulement uniforme. En effet, la hauteur d'eau diminue entre l'amont et l'aval. Donc S0 est différente de SF. Pour trouver SF, on va se servir de la relation de Bernoulli. Avec cette équation, on peut tracer V en fonction de la racine de SF. La courbe est linéaire, ce qui confirme bien l'équation de Manning. Le canal que l'on étudie transporte des débits bien trop importants pour être reproduits en laboratoire. C'est pourquoi nous devons nous placer dans notre étude dans des conditions de similitude. L'analyse des paramètres influents sur l'écoulement nous montre qu'il existe deux nombres dimensionnels qui régissent l'écoulement. Il y a en avant le nombre de Reynolds, puis le nombre de Froude. Donc pour que nos résultats obtenus expérimentalement soient cohérents avec la situation réelle, il doit y avoir une similitude entre ces deux nombres. Nous allons dans un premier temps étudier la similitude en nombre de Reynolds. La similitude en nombre de Reynolds nous impose que le débit expérimental doit être de 150 litres par seconde pour qu'on soit en similitude en nombre de Reynolds. Malheureusement, notre pompe ne peut fournir de débit supérieur à 2 litres par seconde. Cependant, dans notre cas réel, nous sommes à un Reynolds de 10 puissance 6 et dans le cas expérimental, nous sommes à un Reynolds de 10 puissance 5. Ce n'est donc pas grave parce que l'écoulement sera le même dans le cas expérimental comme dans le cas réel. Le deuxième nombre sera étudié le nombre de Froude. Dans le cas réel, il est de 0,01, qui est donc un écoulement fluvial. Alors que dans le cas expérimental, nous pouvons obtenir qu'un nombre de 2,1, ce qui est ici un écoulement torrentiel. Cependant, en changeant la pompe, nous avons réussi à obtenir un Froude de 0,25, ce qui veut dire que l'écoulement est fluvial, ainsi les deux écoulements sont dans le même régime et sont donc transposables l'un à l'autre. Il y a deux contraintes qui sont imposées par le coût du canal et sa stabilité. Deux contraintes de coût qui sont le prix que l'on va devoir dépenser, l'argent qu'on va devoir dépenser pour extraire le volume pour extraire de la terre afin de creuser le canal. C'est donc le prix de l'excavation de la terre pour pouvoir creuser le canal. Afin de réduire ce coût, il faut réduire la surface du canal. L'autre donnée importante dans le prix du canal est le revêtement, c'est-à-dire la quantité de béton que l'on doit couler pour faire le canal. Et c'est donc directement proportionnel au périmètre mouillé du canal, qu'il faut donc réduire afin de réduire ce coût. Ensuite, il y a un problème de stabilité et de fuite du canal. Si jamais la hauteur d'eau est trop importante, il y aura des charges fortes au fond du canal, ce qui va poser des problèmes de stabilité et peut aussi causer des fuites. Donc, le mieux serait de pouvoir réduire toutes ces grandeurs, la surface du canal, le périmètre et Y, et bien sûr, à chaque fois réduire un augmente l'autre. Bon, je finis cette partie. Et donc la forme géométrique qui réduit au maximum le périmètre pour une aire donnée est le cercle. Nous avons donc étudié un canal de forme semi-circulaire, tel que cela. Pour que la formule de Manning soit respectée, on trouve que Y vaut 2 mètres, ce qui nous indique du coup la valeur du périmètre et de la surface. Ces valeurs de périmètre et de surface sont optimales, on ne pourra pas obtenir mieux.
Afin de répondre à notre problématique d'approvisionnement en eau par un canal, nous avons pu mettre en pratique les notions d'hydraulique à surface libre. Différentes géométries de canal peuvent être proposées et le choix résulte d'un compromis entre les pertes hydrauliques liées à l'écoulement et les pertes financières liées à la réalisation de certaines géométries. La perte de charge unitaire peut être compensée par une pente géométrique et la section minimisant les frottements correspond à un demi-cylindre. Toutefois, pour assurer la similitude, il est nécessaire d'étudier le nombre de fluides qui est celui caractérisant notre écoulement.